quelques instants, c'est-à-dire tout de suite, Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une histoire de fou de Fred Brown. Debout au bord du quai de la petite gare, Monsieur Bellefontaine frissonne. Le fond de l'air est frais, mais ce n'est pas cela qui le fait frissonner. C'est cette sirène qui recommence à hurler au loin. Il l'a entendu pour la première fois une demi-heure plus tôt, alors qu'il se faisait couper les cheveux chez l'unique coiffeur de ce petit patelin. Et le patron de la boutique lui a expliqué que la sirène avertit les habitants qu'un fou s'est échappé de l'asile distant de 8 kilomètres. Monsieur Bellefontaine essaie de se rassurer, sans y arriver vraiment. Si l'asile est à 8 kilomètres, un homme fort, résolu, peut parcourir cette distance en moins d'une heure. En outre, on a peut-être constaté sa disparition que longtemps après sa fuite. C'est même probable d'ailleurs, car si quelqu'un l'avait vu s'échapper, on l'aurait sans doute déjà rattrapé. Non, si ça se trouve, il s'est échappé dans l'après-midi et se trouve en liberté depuis un bon moment. Quelle heure est-il donc, là ? 7 heures passées. Oh, son train n'arrive qu'à 8 heures, la nuit tombe vite en cette saison. Entre la boutique du coiffeur et la gare, M. Bellefontaine a marché rapidement. Un peu trop rapidement pour un asthmatique. L'escalier donnant accès au quai l'a vidé du peu de souffle qui lui restait. C'est pourquoi il a posé sa serviette de cuir pour se reposer un moment avant d'entrer dans la salle d'attente à l'autre bout du quai. Il a encore le souffle court, mais il pense maintenant être d'attaque pour parcourir les derniers mètres. Il saisit sa serviette, surpris de son poids inhabituel, puis il se souvient, le revolver qui est dedans. C'est pour lui une expérience bizarre de transporter ainsi un revolver, même si l'arme, non chargée, est enveloppée dans du papier et la boîte de cartouches empaquetée séparément dans un autre compartiment de la serviette. Ce revolver est destiné au frère d'un de ses clients. Ce genre d'objet est terriblement compliqué à expédier, lui a expliqué M. Aykroyd. Je ne sais même pas si on a le droit d'envoyer des armes par la poste. Il est probable que oui, a répondu M. Bellefontaine, puisqu'on en vend par correspondance. Oui, néanmoins, pourriez-vous me rendre le service de remettre ce revolver à mon frère, a insisté M. Aykroyd. Ce serait tellement plus simple, puisqu'il habite Milwaukee, et que vous vous y rendez. M. Bellefontaine n'a pas pu refuser, et il a emporté le revolver malgré son peu d'enthousiasme à l'idée de transporter un tel objet. Il ouvre la porte de la petite gare et entre, pestant contre l'asthme qui lui serre la poitrine. Maudite pharmacie qui n'avait pas d'éphédrine en stock, songe-t-il. La prochaine fois, j'emporterai quelques cachets. Il cligne des yeux pour s'accoutumer à la lumière et regarde autour de lui. Il n'y a qu'un voyageur dans la gare. Un homme grand et mince, aux yeux injectés de sang, pauvrement vêtu. Il est assis sur un banc et relève la tête à l'entrée de M. Bellefontaine pour dire « Bonjour ». « Bonjour », répond M. Bellefontaine, qui ajoute poliment « Ah, le temps fraîchit ». La pendule murale au-dessus du guichet indique 7h10. 3 quarts d'heure à attendre. À travers la vitre du guichet, il voit un employé grisonnant installé devant une antique machine à écrire, lui tournant le dos. M. Bellefontaine n'a pas besoin de le déranger, il a déjà son billet de retour. Le grand type est assis près d'un petit poêle à charbon à l'autre bout de la salle d'attente. Il reste un siège libre de l'autre côté du poêle. Mais M. Bellefontaine préfère attendre un peu avant d'aller s'y asseoir. Il veut d'abord retrouver sa respiration normale. Il lui faudra sans doute se mettre en frais lorsqu'il sera assis. Et s'il parle d'une voix entrecoupée, il faudra expliquer son asthme qu'il vit comme une infirmité. Pour se donner une contenance, il tourne son attention vers la porte vitrée. Il ne voit que son reflet dans la vitre. Un petit homme grassouillet dont le chapeau cache le crâne dégarni. Il porte des lunettes à monture d'écaille qui lui donnent l'air sérieux. Monsieur Bellefontaine a 40 ans.
D'ici 10 ans, il sera un très important avocat de société. La sirène se remet à hurler, réprimant un nouveau frisson. Monsieur Bellefontaine va prendre place de l'autre côté du poêle. Sa serviette fait un bruit sourd quand il la pose par terre. « Vous prenez le 19h55 » s'enquiert le grand type. Monsieur Bellefontaine hoche la tête et précise « Oui, jusqu'à Milwaukee. »« Moi, je descends à Madison, » reprend l'autre. « Nous allons voyager de concert, autant lier connaissance. Je m'appelle Jones, je suis comptable chez Saks. » « Mais je croyais le siège de la Saks à Chicago ?» s'étonne Monsieur Bellefontaine après s'être présenté à son tour. « Ah oui, mais il y a une filiale à Madison où je travaille. »« Ah bon. » C'est au tour de Monsieur Bellefontaine de parler, mais il ne trouve rien à dire. La sirène se remet à hurler de plus belle. Le grand type saisit le tisonnier et ouvre la porte du poêle. « Fait pas chaud ici !» constate-t-il en fourgonnant dans les braises. « Mais qu'est-ce que c'est que cette sirène-là » ? Elle signale une évasion à l'asile d'aliénés, répond Monsieur Bellefontaine. « Ah bon !» dit l'autre avec indifférence, en secouant le feu avec une énergie redoublée avant de claquer la porte du poêle. Puis, sans lâcher l'instrument, il se renverse dans son siège. Monsieur Bellefontaine remarque à part lui que ce tisonnier est bien lourd pour un si petit poêle. Le grand type le balance entre ses genoux d'un air méditatif. Brusquement, il demande « On sait qui est le fou et on a son signalement ?»« Hein ? Non. » répond Monsieur Bellefontaine, qui suit d'un regard hypnotisé le tisonnier qui se balance entre les longues jambes de l'inconnu. L'homme a quelque chose qui l'intrigue dans son allure. Et tout d'un coup, Monsieur Bellefontaine comprend. L'homme n'est pas pauvrement vêtu comme il le croyait. Au contraire, ses vêtements sont d'assez bonne qualité. Seulement, ils sont trop courts pour lui. Le costume, comme le par-dessus, n'ont pas été coupés pour lui, mais pour un autre homme de taille moyenne. Celui-là, le pantalon est de la bonne longueur, mais porte la marque du pli d'un ancien revers. Monsieur Bellefontaine demeure impassible, mais tout en faisant semblant de ne pas regarder, poursuit son examen du coin de l'œil. Voyons, la chemise est indubitablement trop large du col. Le maigre cou de Jones flotte dedans. Et ses yeux égarés, injectés de sang. Monsieur Bellefontaine ne fait pas un geste, mais toutes sortes de pensées défilent dans sa tête. Naturellement, le fou a pu chercher à gagner une petite gare comme celle-ci, proche de l'asile. En cours de route, il a cambriolé une maison pour se procurer des vêtements qu'il a troqués contre son uniforme. Il a peut-être même tué un homme pour lui voler ses vêtements. Il y a peu de chance, dans ce cas, que ceci soit à sa taille. Monsieur Bellefontaine sent le sang se retirer lentement de son visage. Naturellement, il peut se tromper, mais... Jones, se dit-il, exactement le genre de nom que donnerait un fou sur l'inspiration du moment. Et la Saks, voyons, la Saks que tout le monde connaît serait la première société à laquelle il penserait. En plus, il ne semble pas avoir de bagages. Le tisonnier continue à se balancer et le grand type aux yeux injectés de sang lève de nouveau les yeux vers Monsieur Bellefontaine. « À votre avis ?» demande-t-il. Puis brusquement, sa voix change. « Ça va pas, monsieur ? Qu'est-ce que vous avez ?»« Rien du tout, » répond Monsieur Bellefontaine qui déglutit avec difficulté. Et le grand type retombe dans son mutisme. Il sait, pense Monsieur Bellefontaine hébété. Je me suis trahi. Il sait que je sais qui il est. Et si j'ai fait mine de partir, il comprendra que je vais prévenir la police. Il m'assommera avec le tisonnier, bien avant que j'ai atteint la porte. Monsieur Bellefontaine parviendra-t-il à se tirer de cette situation délicate? La réponse d'ici quelques instants. Le grand type
Il reste immobile, comme perdu dans ses pensées. Monsieur Bellefontaine continue de s'inquiéter. Il va se servir du tisonnier pour me tuer. Il n'y a qu'à le regarder et jouer avec pour s'en convaincre. Il médite de l'utiliser comme arme. Est-ce qu'il me tuera de toute façon, même si je ne fais aucun geste? Ça se pourrait très bien. Il est fou, il est fou. Les fous n'ont pas besoin de prétexte. Monsieur Bellefontaine a la gorge sèche. Le temps rafraîchit, dit-il après s'être passé la langue sur les lèvres pour les humecter, en prenant l'air le plus dégagé possible, histoire de rassurer le fou. Ouais, répond simplement le grand type, ce qui ne permet pas vraiment de deviner ses pensées. Et brusquement, M. Bellefontaine se souvient du revolver. Si seulement il avait l'arme dans sa poche, chargée. Mais comment faire pour... Son regard fouille frénétiquement la pièce. Il voit la porte des toilettes. Peut-il y arriver? Le fou l'assommera-t-il s'il se dirige vers elle? Le front perlé de sueur, il se lève lentement et saisit sa serviette, rassemblant tout son courage. Il explique: Vous voulez m'excuser une minute? Puis, contournant le poêle, il passe derrière le fou et trottine vers la porte des toilettes. Du coin de l'œil, il voit le grand type tourner la tête vers lui. Dieu merci, il ne se lève pas. Monsieur Bellefontaine referme prestement la porte derrière lui et cherche une clé dans la serrure. Mais il n'y en a pas plus que 2 verrous. Il regarde autour de lui. Il n'y a pas d'autre issue. Juste une minuscule ouverture au-dessus du lavabo, de toute manière, hors d'atteinte. Il y a bien un petit verrou à la porte des WC, mais n'importe qui le ferait sauter d'une seule main. Le salut ne peut pas venir d'ici. Il ne lui reste qu'à charger le revolver et à le mettre dans sa poche avant de ressortir. Il n'a pas beaucoup de temps. Il doit faire vite, très vite. Monsieur Jones, pour sa part, a fixé un moment avec curiosité la porte des toilettes. Avec un haussement d'épaule, il se remet à jouer avec le tisonnier. Ce type est un peu cinglé, sans aucun doute. Dire qu'il espérait trouver un compagnon de voyage avec lequel bavarder. Bah, faute de mieux, il essaiera de dormir dans le train. Un peu de sommeil ne lui fera pas de mal après sa folle nuit. Une soirée aussi dingue, ici, en pleine Cambrousse, ça c'est à peine croyable. Madge, sa sœur, était résolue à s'amuser, et Hank, son beau-frère, également. L'alcool était exécrable, mais abondant, et pour une soirée d'anniversaire, Dieu, ça a été réussi. N'empêche que les Wilkins, leurs voisins, se sont drôlement ridiculisés, hein, Dieu. Mais pas autant que lui, songe-t-il tristement. Quand en sortant dans la basse-cour pour prendre un peu l'air, M. Jones s'est étalé dans la gadoue bien gluante. Seigneur, son costume aura-t-il la même allure lorsqu'il lui reviendra de chez le teinturier? En attendant, il est bien obligé de porter les vêtements de Hank jusqu'à son retour à Madison. On n'y reprendra plus à boire autant. Tiens, marrant sur le moment, d'accord, mais bon Dieu, quel effet ça fait encore le lendemain et même le lendemain soir. Encore heureux qu'il n'ait pas eu à aller travailler aujourd'hui avec les yeux dans cet état. Au bureau, les autres l'auraient mis en boîte, sans pitié. La porte des toilettes s'ouvre et le drôle de petit bonhomme en ressort. M. Jones se tourne vers lui. Il a toujours cette expression de démon, une expression figée, tendue, comme s'il avait un masque collé sur la figure. Et puis il marche bizarrement. Tiens, cette fois, il tient sa serviette de la main gauche. Sa main droite est profondément enfoncée dans la poche de son par-dessus. Au fait, pourquoi diable a-t-il emporté sa serviette aux toilettes? Il s'est quand même pas imaginé qu'on la lui volerait pendant les quelques minutes où il serait absent. À moins, évidemment, qu'il ait des objets de valeur dedans. Des bijoux, peut-être. Non, quelque chose de plus lourd. Mais elle a fait un bruit sourd quand il l'a posée par terre tout à l'heure. Non, plutôt des échantillons de quincaillerie. Oui, sauf que les représentants en quincaillerie ne transportent pas leurs échantillons dans des serviettes en cuir. Monsieur Jones regarde avec curiosité le petit homme se rasseoir sur sa chaise. Il pose sa serviette par terre. Tiens, cette fois, elle ne fait pas de bruit métallique. Elle paraît plus légère. Elle paraît même presque vide parce qu'elle se renverse. Apparemment, elle n'est pas assez remplie pour tenir debout toute seule. Il a dû en retirer un objet lourd. M. Jones abandonne la mystérieuse serviette pour s'intéresser au visage pâle étendu de son propriétaire.
Ce type est-il cinglé? Vraiment cinglé? Retentit de nouveau dans le silence le hurlement de la sirène. Le petit homme sursaute, le visage déformé par la peur, mais se reprend aussitôt. Monsieur Jones sent ses cheveux se hérisser. Il s'efforce de garder l'air indifférent, mais ses mains se crispent sur le tisonnier. Bon sang, comment n'a-t-il pas deviné plus tôt? Ce type est arrivé ici, haletant, à bout de souffle. Il avait couru. Il est resté un moment près de la porte vitrée pour surveiller s'il était suivi. Ensuite, il s'est comporté normalement pendant quelques minutes, mais les fous sont ainsi, hein. À certains moments, rien ne les distingue des gens normaux. Un fou meurtrier, songe Monsieur Jones. A-t-il l'intention de me tuer? Est-ce la raison de son comportement bizarre? C'est un petit bonhomme, je devrais arriver à avoir le dessus, même si les fous sont généralement très forts. Je peux me servir de mes poings, oui, mais... s'il a un revolver... Monsieur Jones sait alors avec certitude ce qu'a contenu la serviette. Il sait pourquoi ce fou est allé aux toilettes, pour sortir son revolver et le mettre dans sa poche droite. En cet instant même, il a la main crispée dessus, le doigt sur la détente. Monsieur Jones observe du coin de l'œil la bosse de la poche du par-dessus. Pas de doute. Une main seule ne ferait pas une aussi grosse bosse. En outre, on distingue parfaitement la forme du canon, un petit cylindre d'une dizaine de centimètres. Pourquoi m'a-t-il expliqué la signification de la sirène, se demande-t-il alors. Bon, naturellement, c'est moi qui lui ai posé la question. Et puis il pouvait penser que je connaissais déjà la réponse. Il était obligé de me dire la vérité. Et ce nom tordu qu'il m'a donné, là, Bellefontaine, dans la vie réelle, les gens ne portent jamais des noms pareils. Un train siffle dans le lointain. Sans tourner la tête, M. Jones parvient à jeter un coup d'œil sur la pendule. 15 minutes trop tôt pour le train de voyageurs. Ça doit être un train de marchandises. Oui. En effet, le voici qui approche sans ralentir. C'est bien un convoi de marchandises. M. Jones entend une porte se fermer dans l'autre pièce, au-delà du guichet. Le chef de gare sort sur le quai. Ses pas dehors sont bientôt noyés par le grondement du train. Quand la locomotive passera devant la gare, évidemment, c'est ce qu'il attend. Le rugissement assourdissant couvrira le bruit de la détonation. M. Jones bande ses muscles, resserre son étreinte sur le tisonnier et se penche légèrement en avant, prêt à bondir si jamais le canon du revolver commence à se dresser. Le grondement du train, plus proche, plus fort, s'intensifie dans un crescendo qui noie tout sur son passage. Le canon du revolver se redresse. M. Jones se penche un peu plus en avant. Un homme, vêtu d'un uniforme bleu à boutons de cuivre, vient de pénétrer dans la salle. Il referme la porte derrière lui avec précaution et se tourne vers les deux hommes assis de chaque côté du poêle. Ils ont l'air drôles, figés ainsi dans des attitudes contraintes, empruntées, comme s'ils étaient morts de peur. Peut-il? Ce serait tellement facile de tuer ces deux types avec le revolver qu'ils portent à la ceinture. Un revolver que son uniforme lui donne le droit d'exhiber. Non. Non, c'est trop dangereux. Il ne les tuera pas. Mieux vaut monter tranquillement dans le train et échapper aux recherches. « Bonsoir, messieurs », dit le nouveau venu. Le petit marmonne une réponse, le plus grand, celui qui joue avec un tisonnier, demande « Est-ce qu'on a attrapé le fou ?» Tout en parlant, il louche avec insistance du côté du bonhomme rondouillard, comme s'il voulait faire comprendre quelque chose. « Non !» répond le nouvel arrivant. « Et je ne pense pas qu'il l'attrape de sitôt. Maintenant, ils auront du mal à l'avoir. Il a tué un flic à Wentzville pour lui voler son uniforme et son revolver. Et ils ne le savent même pas. » Gloussant de rire, il s'apprête à porter la main à son revolver quand le petit bonhomme tire sur lui sans préavis à travers la poche de son par-dessus. Apparemment, simultanément, le grand type lui saute dessus. Il sent à la fois la balle le toucher au bras et le tisonnier s'abattre sur son crâne sans avoir le temps d'esquiver. Lorsqu'il revient à lui,
Le train de marchandises siffle dans le lointain. Il est pieds et poings liés. Il se débat un instant, puis se calme. Avec un soupir, il lève les yeux vers les deux hommes qui l'encadrent, le grand et le petit gros. Et il réfléchit à ce qui s'est passé. Pas de doute. Avant même son arrivée, ils se sont tenus prêts à déclencher la bagarre. Le petit rondouillard gardait sans doute le doigt sur la détente. Quant au grand type, pour balancer ainsi le tisonnier, il s'apprêtait à s'en servir, il n'y a pas de doute. Sans perdre une seconde à préparer leur attaque, ces deux gars sont partis comme une charge de dynamite. Bon Dieu! Si tous les gens qui se baladent en liberté sont aussi dangereux que ceux-là, autant retourner à l'asile. Au moins, là, on est en sécurité. Fichtre, mais c'est qu'ils ont failli le tuer. Ma parole, ces gens-là, c'est des fous. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, une histoire de fou, de Fred Brown.